Salut tout le monde, voici une nouvelle histoire Reddit captivante. On parle d'une maman d'accueil confrontée à un cauchemar avec les services non sociaux quand son enfant se faufile la nuit. Prenez un encas, installez-vous confortablement et plongez dans ce drame avec des vibes Minecraft en fond. Le titre ? Les escapades nocturnes de ma fille adoptive ont déclenché une panique avec les services sociaux. Mais une question a tout changé. Ma fille adoptive de 9 ans, Lila, s'est échappée par la fenêtre à 1h30 du matin. Les services de protection de l'enfance m'ont pointé du doigt jusqu'à ce qu'une seule question devant le tribunal change tout. Elle s'est rapidement éloignée de moi, plaisantant juste à l'école. Mon estomac s'est noué, car après 5 ans, en tant que mère d'accueil, je connaissais cette expression. « Lila, tu peux tout me dire. Quelqu'un t'a fait du mal ?»« Non, » a-t-elle marmonné. « Je peux aller dormir maintenant ?» Elle a pratiquement couru dans sa chambre. Avant que je puisse en dire plus, mon téléphone a vibré avec un message de mon autre enfant d'accueil, Ethan. Est-ce que Lila va bien ? Elle était bouleversée dans les toilettes tout à l'heure. Sais-tu si quelqu'un l'embête ? Non, mais elle est bizarre, comme si elle était toujours épuisée. Le lendemain, la conseillère scolaire a appelé pendant que j'étais à mon bureau. Madame Harper, nous devons parler de quelques marques. Lila a des bleus sur les poignets et des éraflures sur les genoux. Ma gorge s'est asséchée. Elle a dit que c'était à cause de jeux brutaux. Elle m'a dit que c'est arrivé chez vous. Je suis obligé de signaler ça. La menace m'a glacé. Ils pensaient que c'était moi qui lui faisais du mal. Quelqu'un vous contactera dans les 72 heures. Je suis restée tremblante dans ma voiture après l'appel. Avec 3 enfants d'accueil à la maison, j'étais maintenant sous surveillance. Ils pourraient tous les prendre. Ce soir-là, j'ai observé tout le monde de près. Ethan travaillait sur des problèmes de maths. Mia, ma plus jeune enfant d'accueil, dessinait. Tout semblait normal sauf que Lila s'endormait sur ses spaghettis. « Nuit difficile ?» ai-je demandé. « Mauvais rêve » a-t-elle chuchoté dans son assiette. « À propos de quoi ?» Elle a haussé les épaules et a demandé à être excusée. Avec 2 jours avant la visite des services sociaux, j'ai trouvé des aiguilles de pin dans les cheveux de Lila en les brossant. Étrange puisque notre quartier n'a que des érables. Étais-tu dans le jardin de quelqu'un ? Elle a secoué la tête, jouant avec les oreilles de son ours en peluche. Cette nuit-là, Ethan m'a pris à part. Il y a un problème avec la fenêtre de Lila. Dans sa chambre, où elle dormait déjà à 19h30, le loquet de la fenêtre était desserré, avec de légères rayures sur le cadre. Mon cœur s'est serré. J'ai installé une application de caméra de surveillance sur mon téléphone sans lui dire. À 23h, elle était au lit, mais à 3h du matin, mon alarme s'est déclenchée. Son lit était vide. Je me suis précipité dans sa chambre. Elle était là, endormie, mais son pyjama bleu était maintenant vert. L'assistante sociale a appelé pour confirmer la visite du lendemain. Madame Harper, c'est sérieux. La sécurité de 3 enfants est en jeu. Au petit déjeuner, Lila a dessiné une maison bleue avec une glissade cassée et une femme aux longs cheveux roux. Joli dessin. D'une histoire. C'est un endroit spécial, a-t-elle dit doucement. De mes rêves. Ma poitrine s'est serrée. J'avais vu cette maison à 3 miles dans un quartier plus difficile, un raccourci que j'avais pris en voiture mais jamais visité. Que se passe-t-il là-bas ? La dame me donne des biscuits et me coiffe. Elle a touché sa tête où j'avais trouvé les aiguilles. Cette nuit-là, je suis resté éveillé. À 2h30, j'ai entendu un léger craquement. Sa porte était entr'ouverte, son lit vide. J'ai attrapé mes baskets et j'ai couru dehors, apercevant une petite silhouette en pyjama vert escaladant la clôture arrière. Mon pouls s'accélérait alors que je la suivais, gardant mes distances. Lila avançait avec détermination sous les lampadaires. Arrivés à la maison bleue avec sa glissade cassée, mes chaussures étaient trempées et mon esprit s'emballait. Une femme a ouvert la porte et a pris Lila dans ses bras. Longs cheveux roux, silhouette mince, main tremblante. Je l'ai reconnue d'après le dossier, la mère biologique de Lila, Maren, qui a perdu la garde il y a 3 ans pour négligence et problèmes de drogue. Par la fenêtre, j'ai vu Maren verser de la soupe et coiffer Lila, qui parlait avec plus d'énergie que je n'en avais jamais vu. Maren touchait sans cesse le visage de Lila, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'elle était réelle.
Puis, j'ai entendu Maren dire « Les tribunaux ne peuvent pas nous séparer la nuit, ma chérie. L'obscurité nous cache. Notre secret. » La mère de Lila l'a laissé marcher 3 miles seule dans le noir. Le lendemain matin, les services sociaux sont arrivés à 9 heures. Lila était à moitié endormie sur le canapé. Alors que l'assistante sociale examinait ses bras, elle a posé une question qui a tout changé. Maren n'avait pas seulement perdu la garde pour négligence et drogue, il y avait plus. L'assistante sociale a sorti un dossier épais, le visage pâle, feuilletant jusqu'à ce qu'elle trouve et me montre. Il y a 3 ans, Maren avait tenté de prendre Lila dans sa précédente maison d'accueil. Ma tasse de thé m'a glissé des mains, éclaboussant le sol. L'assistante sociale a continué à lire pendant que je prenais une serviette. Le père d'accueil s'était réveillé à 3 heures du matin en entendant des bruits. Elle a montré une photo d'une fenêtre avec un écran découpé. Il avait trouvé Lila, 7 ans, en train de sortir par la fenêtre avec un sac que Maren lui avait dit de préparer. Mes genoux ont fléchi et je me suis assise. L'assistante sociale m'a donné des rapports de police avec la photo d'identité judiciaire de Maren et des déclarations des parents d'accueil. Maren avait envoyé des messages via une aide enseignante, disant à Lila qu'elle partirait en voyage. Une autre page montrait que Lila avait emballé ses poupées préférées et était sur le point de partir quand elle a été attrapée. Mes mains tremblaient. Est-ce que Lila s'en souvient? L'assistante sociale a secoué la tête. Elle avait 6 ans quand Maren a appelé ça un jeu, donc elle pense probablement que sa mère l'a laissé parce qu'elle était pauvre. Cela expliquait l'empressement de Lila à s'échapper, pensant qu'elle aidait sa mère. Voulez-vous porter plainte pour violation de l'ordonnance de non-contact? Mon estomac s'est retourné à l'idée que Maren soit arrêtée, mais j'ai pensé à la chambre de Lila. Je dois la protéger. L'assistante sociale a hoché la tête et a appelé son superviseur. Ce cas nécessite une nouvelle approche. En 20 minutes, une autre femme est arrivée, plus âgée, avec des mèches argentées, se déplaçant avec assurance. Je suis Nora Clean. Je prends en charge, car cela implique une menace extérieure. Je ne vous ai jamais soupçonné de maltraitance. Elle a inspecté mes fenêtres, testé les serrures, pris des photos. Montrez-moi la chambre de Lila. Nous sommes allés dans le couloir et Nora a examiné les rayures sur la fenêtre, les mesurant avec un petit mètre ruban de son sac. Vous avez mentionné des images. Mes mains ont tremblé sur le mot de passe de l'application de caméra. La vidéo granuleuse montrait une petite silhouette s'échappant à 2h15. Nora l'a regardée 2 fois, prenant des captures d'écran. C'est utilisable au tribunal. Elle a griffonné des notes sur sa tablette. Je dois parler aux 3 enfants aujourd'hui. À ce moment-là, Ethan est rentré de l'école, son sac à dos glissant, en voyant 2 assistantes sociales. Qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué ce qui concernait la mère de Lila et ses escapades nocturnes. Son visage s'est crispé. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai entendu sa fenêtre craquer pendant des semaines. Je pensais que c'était un rêve. Nora l'a fait asseoir et a demandé ce qu'il avait remarqué. Il a mentionné avoir trouvé les chaussures de Lila mouillées et l'avoir vue s'endormir au petit déjeuner. J'aurais dû parler. Nora a tout noté, puis a demandé à voir Mia. Mia est sortie de la salle de jeu, tenant un carnet de croquis, confuse. Par l'étrangère. Elles sont allées dans la salle à manger et j'ai entendu la voix calme de Nora poser des questions sur l'heure du coucher et les bruits nocturnes. Mia est revenue après 10 minutes, imperturbable, et a repris son dessin. Ethan m'a fait un petit signe de tête, indiquant qu'il allait bien. « Autour de Lila », a dit Nora. Ma poitrine s'est serrée. Lila était restée dans sa chambre depuis l'arrivée des services sociaux, peut-être sentant les ennuis. Nora a frappé doucement, et elles sont entrées. J'ai fait les 100 pas dans le couloir, entendant la voix de Lila monter et descendre, puis des sanglots. Je voulais me précipiter et la serrer dans mes bras. La conversation a duré 40 minutes, les plus longues de ma vie, avec des pleurs plus forts. Quand la porte s'est ouverte, Lila a couru devant moi, le visage rouge et mouillé, claquant la porte de sa chambre. Nora est sortie, fronçant les sourcils avec tristesse. Elle est très loyale envers sa mère et ne voit pas le danger. Elle a rassemblé ses affaires. Un détective viendra ce soir pour des déclarations. J'ai passé l'après-midi à essayer de faire manger Lila, mais elle s'est restée dans sa chambre. À 18h30, un homme grand en costume est apparu. Détective Leo Hart,
ici concernant le contact non autorisé entre Lila et Maren. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine pendant qu'il installait un enregistreur et un carnet. Il a expliqué que violer une ordonnance de non-contact était un crime et qu'il avait besoin de mon récit. J'ai décrit avoir suivi Lila jusqu'à la Maison Bleue, vu Maren coiffer ses cheveux et servir de la soupe. Léo s'est levé et a demandé à voir la chambre de Lila. Je l'y ai conduit pendant qu'Ethan et Mia regardaient que la télévision. Il s'est agenouillé près de la fenêtre, suivant les rayures sur le cadre. Quelqu'un lui a montré comment ouvrir ça discrètement. Il a pris des photos, notant de légères marques d'un outil. Mon estomac s'est retourné en pensant à combien de fois cela s'était produit pendant que je dormais. Il a testé la fenêtre, montrant qu'elle s'ouvrait avec une pression précise. Ça a demandé de l'entraînement, probablement des semaines. Je me suis assise sur le lit de Lila, les jambes faibles. Après le dîner, j'ai vérifié Lila et l'ai trouvée assise par terre, avec son ours en peluche, le fourrant dans un petit sac à dos, avec des vêtements et un livre. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» Les larmes lui sont montées aux yeux. « Maman a besoin de moi », a-t-elle sangloté. « J'ai promis de revenir. » Elle s'est accrochée à son ours, pleurant sur sa promesse. Je me suis assise à côté d'elle, la serrant, alors qu'elle tremblait, expliquant que sa mère était seule sans elle. Parfois, les adultes demandent aux enfants de garder des secrets dangereux. Elle a secoué la tête, insistant sur le fait que sa mère avait besoin d'elle. Nous sommes restés assises plus d'1 heure jusqu'à ce qu'elle s'endorme en pleurant, tenant toujours son ours. Le lendemain matin, Léo a appelé, la voix tendue. Nous en savons plus sur la maison. Le petit ami de Maren, Victor Kane, en était le propriétaire, avec un passé de violence domestique, 4 arrestations en 5 ans. J'ai fait tomber une spatule en préparant des œufs, la graisse éclaboussant. La maison était à son nom, pas à celui de Maren. Ma main tremblait tellement que j'ai éteint la cuisinière. Lila n'avait pas seulement marché 3 miles seule. Elle avait visité la maison d'un homme dangereux. Léo a détaillé les arrestations de Victor, y compris des accusations d'agression et des ordonnances de non-contact de 2 femmes. Je me suis effondré sur une chaise alors qu'il décrivait une femme ayant eu besoin de points de suture, une autre avec un bras cassé. Lila avait été dans cette maison avec lui. Nora a appelé plus tard, demandant une réunion de sécurité urgente au bureau des services sociaux. Ethan a entendu et a insisté pour venir. Lila a besoin de nous. J'ai essayé de le laisser avec Mia chez mon frère, mais il a refusé de rester. Nous avons déposé Mia et conduit en silence jusqu'au bureau. La salle de réunion avait une longue table avec Nora, la tutrice ad litem, et 2 assistantes sociales inconnues. Nora a décrit les actions récentes de Maren, disant qu'elle avait dit à Lila que l'accueil était temporaire et qu'elle s'échapperait bientôt. Une assistante sociale a montré des lettres, envoyées par Maren malgré l'ordonnance de non-contact, parlant de leur lien et d'un avenir ensemble. La tutrice ad litem, une femme aux cheveux gris, a suggéré que Lila voie le docteur Elise Moreau, une experte en traumatismes infantiles. La manipulation est sévère. Ethan a pris la parole, mentionnant des chaussures mouillées et des bruits qu'il pensait être des rêves. Tout le monde a pris des notes. Cet après-midi-là, nous sommes rentrés et avons installé des alarmes sur toutes les sorties. Ethan a aidé à les tester, s'assurant qu'elles réveilleraient la maison. Mia pensait que c'était un jeu, courant pour les déclencher. Mais Lila restait silencieuse, regardant fixement. Nous avons ajouté des capteurs de fenêtres reliés à une application sur mon téléphone. Le soir, notre maison ressemblait à un bunker. Léo a appelé cette nuit-là, avec de pires nouvelles. Maren travaillait dans un magasin près de l'école, filmée en train d'observer Lila pendant le ramassage scolaire pendant 3 mois. Elle connaissait la routine de Lila, sa porte, son bus. Les images la montraient 20 fois, les yeux fixés sur l'école. La planification me donnait la chair de poule. Ce n'était pas juste une mère désespérée, c'était délibéré. J'ai appelé l'école le lendemain matin, demandant à changer l'itinéraire du bus de Lila. Le directeur a accepté un trajet plus long, évitant cette zone, notant que les enfants s'accrochent aux routines. « Nous n'avons pas le choix », ai-je dit. J'ai récupéré Lila tôt pour expliquer le nouveau bus, et elle a juste hoché la tête, indifférente. 2 jours plus tard, Lila a rencontré le Dr Moreau en ville. J'ai attendu, feuilletant de vieux magazines pendant qu'elle parlait pendant 1 heure. Le Dr Moreau a dit plus tard que Lila croyait sauver sa mère en s'échappant, convaincue que Maren tomberait malade
ou mourrait sans elle. Cette manipulation est profonde. Cela prendra des mois à démêler. Cette nuit-là, l'alarme de la porte a retenti à 1h45. Je me suis précipité vers la porte d'entrée, trouvant Lila avec son sac à dos, tirant sur la poignée pendant que l'alarme hurlait. Elle m'a vu et a tiré plus fort, sanglotant que sa mère attendait et penserait qu'elle ne l'aimait pas. Je l'ai soulevée alors qu'elle donnait des coups de pied, ses petites mains frappant mes bras. Ethan a aidé à la porter sur le canapé pendant qu'elle se débattait. Mia se tenait dans le couloir, serrant son chat en peluche, des larmes coulant à cause du bruit. Après 20 minutes, Lila s'est effondrée contre Ethan, pleurant doucement. J'ai vu combien cela blessait tout le monde. Ethan essayait de rester fort, mais il était épuisé. Mia commençait à faire de mauvais rêves, demandant si nous serions tous emmenés. Le lendemain, Nora a appelé pour dire qu'elle demandait une audience d'urgence sur la garde pour renforcer l'ordonnance de non-contact de ma reine. Elle a averti que ma reine pourrait apparaître au tribunal et que cela pourrait être intense avec Lila présente. L'audience était fixée pour 4 jours plus tard. Cet après-midi-là, Léo a découvert que Victor avait conduit ma reine à la Maison Bleue pour les visites de Lila. Les caméras de circulation ont capturé sa voiture, entre 2h et 4h du matin, les nuits correspondantes, montrant 2 personnes à l'intérieur. Victor était là pendant les visites de Lila. J'ai préparé des sacs pour les 3 enfants la veille de l'audience, craignant la réaction de ma reine si le tribunal statuait contre elle. Mon frère vivait à 90 minutes, avec un bon système de sécurité, alors nous sommes restés là-bas. Les enfants pensaient que c'était une soirée pyjama amusante, avec des sacs de couchage dans son salon. Nous sommes arrivés au tribunal tôt, 40 minutes à l'avance. J'ai tenu la main de Lila à travers les détecteurs de métaux pendant qu'Ethan occupait Mia avec un jeu sur téléphone. Nous nous sommes assis à l'arrière, attendant. Ma reine est entrée avec un avocat commis d'office, plus maigre que dans mes souvenirs, les cheveux attachés, les vêtements amples. Elle a vu Lila et a commencé à crier son nom, tendant les bras devant son avocat. L'huissier lui a ordonné de s'asseoir ou de partir. Ma reine continuait de fixer, murmurant des mots que je ne pouvais pas saisir, des larmes coulant. Le juge est entré et nous nous sommes levés. Il a examiné l'ancienne tentative d'enlèvement et les récentes visites nocturnes, fronçant les sourcils devant les marches de 3 miles de Lila la nuit et la manipulation décrite par le docteur Moreau. Il avait l'air sombre en lisant l'historique de violence de Victor. Il a demandé à l'avocat de ma reine pourquoi elle continuait à violer l'ordonnance de non-contact. L'avocat a dit que ma reine voulait juste voir sa fille, l'aimait et avait fait de mauvais choix, mais n'était pas une menace. Lorsqu'on lui a posé des questions sur Victor, l'avocat n'avait pas de bonne réponse. Ma reine a essayé de parler, mais son avocat l'a arrêté. J'ai pris la parole, jurant sur la Bible pendant que Lila regardait. Le procureur m'a fait raconter avoir trouvé le lit de Lila vide à 4h du matin. Ma voix tremblait en décrivant l'avoir suivie en pyjama vert, escaladant la clôture, 3 miles jusqu'à la Maison Bleue. La salle était silencieuse, alors que je racontais avoir vu ma reine servir de la soupe et coiffer les cheveux de Lila, Lila rayonnant de joie. J'ai répété les mots de ma reine sur l'obscurité qui les protégeait, leur secret. Lila pleurait sur son siège, Ethan la tenant, tandis que je terminais en décrivant avoir attendu jusqu'à 4h30 pour m'assurer qu'elle rentrait. Le juge a demandé si j'avais vu des blessures. J'ai mentionné les bleus et les éraflures qui ont déclenché l'enquête. Il a demandé si Lila comprenait le danger de marcher seule la nuit. Elle est trop jeune pour comprendre. Elle voulait juste sa mère. Après 2 heures de témoignages de moi, Nora et Léo sur les violations et le rôle de Victor, le juge a statué. Il a réprimandé ma reine pour avoir mis en danger une enfant de 9 ans en la faisant marcher seule la nuit, notant que la tentative d'enlèvement précédente justifiait l'ordonnance de non-contact. Il a autorisé des visites supervisées 2 fois par mois au tribunal, exigeant que ma reine passe d'abord des tests de drogue. Les visites dureraient 1 heure avec un surveillant présent. Aucun cadeau ou conversation privée autorisée. Manquer 2 visites ou échouer un test de drogue mettrait fin à ses droits de manière permanente. Ma reine a sangloté, tendant les bras vers Lila, mais l'huissier l'a bloqué. Nous sommes sortis précipitamment, mais Lila s'est libérée dans le parking, criant que j'étais cruel de la tenir éloignée de sa mère, frappant mes jambes. Ethan a aidé à la mettre dans la voiture, où elle a donné des coups de pied dans mon siège tout le long du trajet, puis a couru dans sa chambre, claquant la porte si fort qu'un cadre est tombé. Mia, confuse, a demandé pourquoi Lila était en colère. Je l'ai expliqué simplement pendant le déjeuner, mais personne n'a mangé. Plus tard,
J'ai trouvé une lettre dans la boîte aux lettres, sans timbre ni adresse de retour, de marraine suppliant de voir Lila en dehors des visites judiciaires, prétendant être une bonne mère qui avait fait des erreurs. Mes mains tremblaient alors que j'appelais Léo, qui est arrivé en 20 minutes pour la récupérer comme preuve. Marraine avait violé la nouvelle ordonnance quelques heures après son émission. Il a photographié la boîte aux lettres et a demandé si j'avais vu quelqu'un à proximité. Je n'avais rien vu, mais maintenant je craignais que Marraine connaisse notre adresse. Léo a promis plus de patrouilles. 2 jours plus tard, le Dr Morrow est venu pour la thérapie de Lila et a vu que nous avions besoin de plus d'aide. Elle a augmenté les séances à 2 fois par semaine, enseignant à Lila la différence entre les secrets sûrs et dangereux. Lila restait assise, les bras croisés, refusant de s'engager, toujours en colère contre moi pour avoir dénoncé sa mère. Elle a cessé de manger avec nous et ne me laissait pas coiffer ses cheveux. Ethan a essayé des jeux, mais elle l'a repoussé. 1 semaine plus tard, la première visite supervisée était prévue au tribunal. J'étais nerveuse en conduisant, incertaine de la réaction de Lila. Le coordinateur a expliqué les règles. Surveillance constante, pas de cadeaux, redirection des conversations si inappropriées. À travers la vitre sans teint, j'ai vu Lila courir vers Marraine, toutes deux pleurant en s'enlaçant. J'ai ressenti une douleur en regardant. Marraine a chuchoté à l'oreille de Lila et le coordinateur s'est rapproché. Marraine a tiré Lila sur ses genoux, chuchotant davantage. Le coordinateur l'a averti de parler normalement. Marraine a dit à Lila qu'elle serait mortie bientôt ensemble, de se tenir prête. La visite s'est terminée après 15 minutes quand Marraine n'a pas arrêté. Elle a crié alors que la sécurité les séparait. Cette nuit-là, Lila a refusé de dîner, me traitant de pire personne pour ne pas avoir laissé sa mère parler en privé, disant que j'étais jalouse. Ethan a expliqué que les règles étaient là pour sa sécurité, citant des enfants blessés par de mauvais secrets. Lila s'est couvert les oreilles, criant que nous détestions sa mère, et a couru dans sa chambre. Le lendemain matin, Léo a appelé avec une nouvelle fracassante. Victor a été arrêté pour drogue après un contrôle routier, ayant trouvé de la cocaïne. Une perquisition dans la Maison Bleue a découvert des billets de bus pour le Canada pour la semaine suivante, et de faux papiers d'identité avec la photo de Lila sous un autre nom. Un carnet détaillait des plans pour prendre Lila à l'école et traverser la frontière. Marraine planifiait une autre tentative d'enlèvement pendant l'affaire judiciaire. C'était un crime fédéral. Nora a informé le tribunal, recommandant d'arrêter toutes les visites en raison du danger de Marraine. Je suis restée dans ma voiture, tremblante, pensant à Lila. Pendant 3 jours, Lila parlait à peine, restant dans sa chambre avec son ours. Le docteur Moreau m'a trouvé en pleurs dans la cuisine pendant que les enfants étaient à l'école. Elle m'a tendu des mouchoirs, disant « Protéger les enfants signifie faire des choix difficiles, qui semblent durs mais sont aimants. » La télévision a diffusé des nouvelles de l'arrestation de Marraine, montrées menottées, liées à un complot d'enlèvement avec des billets de bus et de faux papiers. Lila est rentrée, a vu la photo d'identité judiciaire de sa mère et a couru dans sa chambre, claquant la porte. J'ai entendu des objets être jetés. Ethan a essayé de parler à travers la porte, pendant que Mia restait effrayée sur le canapé. Des heures plus tard, Lila a ouvert la porte, demandant d'une petite voix si sa mère était en prison à cause d'elle, pour avoir parlé des visites. Je l'ai serrée dans mes bras, disant que sa mère avait fait des choix dangereux, pas de sa faute. Ethan a apporté ses biscuits préférés, et Mia a montré un dessin d'un cœur avec « Je t'aime, Lila » en crayon bleu. Nous nous sommes assis sur son lit pendant qu'elle mangeait, pleurant, demandant pourquoi sa mère avait tout risqué. Les jours se sont mélangés avec des vérifications d'alarmes nocturnes et des séances de thérapie marquées au stylo bleu. Lila a cessé de s'échapper, mais regardait par sa fenêtre, vers la Maison Bleue, à des miles de là. Nous avons commencé des soirées cinéma le vendredi, chaque enfant choisissant un film, faisant éclater du popcorn. 2 semaines plus tard, le Dr Morrow a dit que Lila s'ouvrait sur la Maison Bleue. Elle a décrit Victor buvant du whisky, criant sur Marraine pendant que Lila se cachait sous une table. Quand il jetait des objets, Lila s'enfermait dans la salle de bain jusqu'à ce que Marraine vienne. Elle a mentionné que Victor saisissait le bras de Marraine, laissant des marques, et que Lila avait appris à rester silencieuse quand il était en colère. Le docteur Moreau a dit que nous avions agi juste à temps. Quand Nora a appelé pour dire que l'enquête était close et que j'étais blanchie, le soulagement a été intense. Elle a loué ma gestion,
disant que j'avais protégé Lila tout en maintenant un contact sûr avec sa mère. Le procureur a dit que ma reine avait accepté un plaidoyer pour tentative d'enlèvement. 15 mois de prison, des cours parentaux et une thérapie. Cela a épargné à Lila de témoigner. En pliant le linge, j'ai entendu la voiture de patrouille de Léo arriver avec des boîtes de pizza. Les enfants ont couru, excités pour une pizza un jeudi, garniture parfaite. Pendant les dessins animés, Léo a chuchoté que Victor avait écopé de 7 ans pour drogue et autres accusations. Ma reine pourrait obtenir de l'aide en prison sans lui. Lila a demandé le lendemain si elle pouvait écrire à sa mère en prison. Le docteur Moreau l'a aidé à rédiger une lettre sur sa confusion, mais sa fatigue des marches nocturnes, ses jambes douloureuses. Elle a dessiné notre famille, moi, Ethan, Mia et sa mère dans un carré séparé. Le docteur Moreau a dit qu'il était acceptable d'aimer sa mère tout en étant en colère contre ses choix. La lettre est passée par les canaux officiels. Nous avons prévu des appels mensuels en prison après que ma reine se soit installée. 3 semaines plus tard, l'enseignante de Lila a envoyé une note verte, disant qu'elle participait davantage, terminant ses devoirs d'orthographe. J'ai trouvé Lila faisant ses devoirs sans qu'on le lui demande, Mia coloriant à côté d'elle, Ethan préparant des sandwichs. L'enseignante a dessiné une étoile, notant l'attention de Lila en classe. Ethan a lavé la vaisselle sans qu'on le lui demande, regardant les filles jouer, puis a admis qu'il craignait que nous soyons séparés quand les services sociaux sont venus. Ses mains tremblaient révélant des plans pour s'enfuir si nous étions séparés. Mon frère a visité ce week-end-là, venant d'1 heure de route, apportant un kit de bricolage avec du fil et des perles. Il l'a installé, et les enfants ont fabriqué des porte-clés pendant que je cuisinais. Lila lui a dit qu'elle manquait sa mère, mais savait que les visites n'étaient pas sûres. Il a écouté, l'aidant à choisir du fil rouge. Ils ont fait 6 porte-clés, 1 pour chacun de nous. 5 semaines plus tard, le premier appel en prison de ma reine était prévu. Le coordinateur a apporté l'équipement, donnant à Lila 10 minutes. Lila a surtout écouté, disant « D'accord », doucement. Ses épaules se sont détendues après avoir raccroché. Le coordinateur a noté son calme et a suggéré des appels mensuels. La tutrice ad litem a observé les enfants, prenant des photos de Lila, aidant Mia avec les maths, et Ethan, leur apprenant un jeu de société. Son rapport indiquait que Lila s'épanouissait et devait rester, citant leurs liens. Le docteur Moreau a augmenté les séances de Lila, utilisant des marionnettes pour traiter les émotions. Lila avait du mal à voir sa mère comme à la fois aimante et nuisible. Une nuit, j'ai vu Lila coiffer doucement les cheveux de Mia, imitant ma technique, discutant doucement. Ethan a pris des photos alors qu'elle riait. Après des mois de chaos, cela semblait normal. 3 mois après cette nuit où je l'ai suivie, nous avons eu 1 semaine calme. Lila se plaignait des devoirs, essayant d'échanger des carottes contre plus de pâtes. Pas de cauchemar, pas d'évasion. Les alarmes restaient silencieuses. Ethan aidait avec les tâches, et les filles jouaient aux cartes sans se disputer. La dernière visite de Nora a eu lieu un lundi. Elle a vérifié les alarmes et les serrures, puis a signé des papiers à la table de la cuisine, disant que les 3 enfants allaient bien et devaient rester. Elle a noté leur proximité, me serrant la main avant de clore le dossier. Après le dîner, Lila était montée sur mes genoux pendant un film, un geste rare. Pendant une pause, elle a demandé si elle pouvait m'appeler Mamali parfois, pas pour remplacer sa mère, mais pour quelqu'un présent, tous les jours. Elle jouait avec son porte-clés, attendant. J'ai dit qu'elle pouvait m'appeler comme elle voulait, et elle s'est blottie pour finir le film. Lors du prochain appel en prison, Lila a parlé d'un projet d'histoire et d'un nouvel camarade de classe, demandant une fois quand sa mère rappellerait, puis a raccroché calmement. Au 5e appel, elle a partagé des trucs d'enfant comme une dent perdue et l'apprentissage du skateboard d'Ethan. Ethan a été accepté dans un programme scientifique avancé, brandissant fièrement la lettre. Lila lui a fait une carte avec des étoiles et des équations copiées de son livre, l'appelant « le meilleur frère ». En les voyant s'enlacer, Mia applaudissant, j'ai senti que nous étions devenus une famille. 6 mois après cette nuit, nous avons eu une autre semaine paisible. Lila dormait toute la nuit, les alarmes silencieuses. J'ai cessé de vérifier l'application constamment. Le docteur Moreau a dit que la crise était terminée, maintenant en maintenance. Une lettre de ma reine est arrivée via les services sociaux, s'excusant d'avoir mis Lila en danger, disant que les cours l'avaient aidé à voir ses erreurs, me remerciant de garder Lila en sécurité.
Nora a qualifié cela de progrès, mais a averti que seul le temps le dirait. Le 9e anniversaire de Lila était un samedi, avec 10 camarades de classe apportant des cadeaux. Ethan s'occupait du barbecue, Mia a organisé une chasse au trésor avec trop de règles. Lila a ri pendant le jeu de chat, ayant le hockey. Elle a soufflé 9 bougies pendant que tout le monde chantait faux. Au coucher, elle m'a serré fort, disant qu'elle était contente que je l'aie gardée en sécurité, s'excusant pour sa colère initiale. Elle m'a frotté le dos et j'ai retenu mes larmes. Soirée cinéma du vendredi, les enfants s'entassaient sur le canapé. Ethan faisant du pop-corn trop beurré. Mia a choisi un dessin animé, Lila s'est blottie avec son ours, et ils se sont chamaillés sur la sottise du film, lançant du pop-corn. En les voyant rire, j'ai senti que nous avions survécu à quelque chose qui aurait pu nous briser, maintenant plus fort. Au petit déjeuner, Lila a demandé pour l'aquarium, disant qu'un ami avait mentionné des bébés requins. Ethan a proposé d'aider à surveiller les filles. Mia a listé les animaux à voir, et Lila a esquissé un itinéraire sur une serviette. Après les évasions, le tribunal et les appels supervisés, parler d'un voyage à l'aquarium était la chose la plus douce. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Quelle histoire folle, des fugues nocturnes, du stress avec les services codes sociaux et une famille qui s'en sort. Laissez vos réactions dans les commentaires. Continuez à profiter des vibes Minecraft, prenez un autre encas, et à bientôt pour une nouvelle histoire Reddit. Salut!